cette dernière lecture philosophique participative, le philosophe Pascal Chabot vous propose de réfléchir, et une réflexion en tout cas, sur notre société postmoderne en mouvement, à partir de l'extrait de l'ouvrage d'un philosophe allemand contemporain, La mobilisation infinie, de Peter Sloterdijk. Il sera accompagné de la comédienne Nina Lombardo, qui présentera et vous fera la lecture de l'extrait dans son intégralité et reprendra aussi en cours de cet atelier des paragraphes précis. La musique, bien sûr, nous accompagnera durant cette séance. Célia Delannoy et Lucie Fautry vous présenteront tout d'abord un duo pour flûte et clarinette du compositeur contemporain Armando Guidoni, précisément le premier mouvement de son œuvre Lyrico Jazzy, ainsi que le premier et deuxième mouvement de l'œuvre d'une compositrice américaine, Chelsea Tomschlitz, composée en 2011, Steam. Je cède de suite la parole à Monsieur Chabot. Merci beaucoup. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette lecture participative dans le cycle des petites histoires de la philosophie. J'ai eu à cœur de choisir un philosophe qui est moins classique, moins connu que d'autres. D'abord parce qu'il est très contemporain, ensuite parce qu'il n'est pas encore énormément lu, il est lu mais pas encore énormément lu, mais il me semblait intéressant de profiter de cette occasion pour sortir un peu des sentiers battus et pour vous faire découvrir une des grandes voix de la philosophie allemande contemporaine, qui est Peter Sloterdijk. Il est né en 1947 en Allemagne, à Karlsruhe. Il a étudié là-bas, il a voyagé assez bien, il est resté en Inde pendant 5 ou 6 ans, je pense. Il est revenu en Allemagne et il s'est fait connaître par un livre qui s'appelle Critique de la raison cynique, où il a beaucoup réfléchi sur cette notion de cynisme, après quoi il a fait plusieurs grands livres où chaque fois il réfléchit à notre époque, il réfléchit à la postmodernité. Un livre que je trouve remarquable et que je me permets de vous conseiller si vous le désirez, c'est Le Palais de Cristal. Le Palais de Cristal qui est une construction architecturale anglaise qui date de 1830, je pense, 1840, et qui est pour Sloterdijk un des symboles de notre civilisation qui construit un palais de cristal, c'est-à-dire une sorte de bulle protectrice dans laquelle nous pouvons habiter avec des températures moins élevées qu'à l'extérieur. Bon, pour le moment, nous pouvons nous tenir à l'extérieur, mais nous savons que d'ici quelques mois, nous rentrerons dans le palais de cristal finalement, et y réfléchir sur le capitalisme planétaire avec un sens de l'aphorisme, un sens de la formule qui est souvent assez savoureux. Il dit par exemple, le fait déterminant de la modernité, ce n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil, c'est que l'argent tourne autour de la Terre. Il y a dans quelques aphorismes comme cela énormément de profondeur et de matière à penser, me semble-t-il. Il écrit aussi un livre sur la colère, colère étant, en disant que la civilisation avait donné jusqu'à présent une place extrêmement importante à la colère et au ressentiment, où des banques de colère pouvaient fédérer toutes les colères individuelles pour nourrir des mouvements révolutionnaires. Comment sortir de ce cycle de la colère? C'est sa question. Une trilogie aussi sur les sphères, sur ce qui fait bulle, sur ce qui fait globe aussi, sur l'écume, vraiment toute une pensée très imagée, parce que c'est quelqu'un qui est en lien avec beaucoup d'artistes contemporains et avec un imaginaire contemporain, où il met en avant cet élément sphérique, cet élément rond
dans l'existence humaine, que ce soit la rondeur du placenta ou que ce soit ce qui fait bulle, ce qui fait sphère dans un couple, par exemple. Il y a beaucoup de moments très forts et presque poétiques dans son œuvre. Parfois, il est beaucoup plus provoque aussi, parce que il a affaire en Allemagne à des philosophes comme Honneth par exemple, comme Habermas, à qui il reproche d'avoir une conception un petit peu trop pessimiste de l'humanité, et si lui-même peut parfois être engagé dans des affects critiques, dans des affects négatifs, il refuse le pessimisme ambiant. Et parce qu'il reproche à certains de ses contradicteurs d'avoir une image tout à fait biaisée de l'humain, où il pense que les humains restent des loups les uns pour les autres, pour reprendre cette formule de Hobbes, hein, l'homme est un loup pour l'homme, et Sloterdijk dit souvent à ses contradicteurs, vous avez une vision pessimiste de l'humanité. Il a à cet égard sorti un petit livre sur l'impôt, où il dit... je pense qu'il faut supprimer l'impôt. Il faut supprimer l'impôt dans nos civilisations, et il faut laisser chacun donner à la collectivité et à l'État ce qu'il désire donner, suivant ce qu'il a. Et là-dessus, levée de bouclier dans tous les journaux allemands, et on lui dit « mais vous êtes tout à fait fou, les gens ne donneront jamais ». Et Sloterdijk répond « vous voyez ce que je vous dis, vous n'avez pas confiance en l'humain ». Et il s'en est suivi une sorte de lutte par journaux interposés assez longue. C'est quelqu'un qui a un sens de la formule, en plus un sens de la provocation assez important. Il écrit sur l'Europe aussi, c'est un Européen convaincu, et il y a ce beau livre qui s'appelle « Si l'Europe s'éveille », qui lui est un livre assez accessible. Certains de ces livres sont complexes. En tout cas, il faut travailler pour faire rendre au texte tout le contenu de sens qu'il contient. D'autres textes sont plus agréables dès la première lecture, comme Si l'Europe s'éveille. Et le texte que j'ai choisi aujourd'hui sur le mouvement, sur l'espace, qui sont des textes, des thèmes que l'on traite peut-être un peu moins en philosophie. Le texte peut sembler au premier abord un petit peu compliqué. Nina va vous le lire une première fois et vous verrez que la première lecture est une lecture au terme de laquelle on se dit rarement « tiens, j'ai absolument tout compris », mais c'est précisément le but, puisque le progrès existe, de ces lectures participatives, de se dire, après une demi-heure d'échange ou 3/4 d'heure d'échange sur le texte, voilà, là j'ai vraiment vu ce qu'il voulait donner à penser. Il est, je pense, intéressant d'entendre le texte maintenant, après quand Célia et Lucie interpréteront un morceau de Guidoni, et puis on attaquera chapitre par chapitre, si je puis dire. Enfin bon, dans l'optique de la mobilisation, ce terme attaquer peut être exact. On attaquera le texte pour essayer de lui faire rendre un sens partageable. Allons-y. La cinétique et l'éthique de la modernité. Le progrès est mouvement vers le mouvement. Mouvement vers plus de mouvement. Mouvement vers une plus grande aptitude au mouvement. Les générations modernes ont conquis pour nous d'énormes libertés de manœuvre dans quantité de domaines. Et ce que les membres des bourgeoisies modernes et des classes moyennes ont conquis durant à peine 2 siècles en mobilité dans le domaine de la politique, de l'économie, du langage, de l'information, de la circulation, de l'expression et du sexe, tout cela frôle du miracle. Il existe en cela une évidente tradition cinétique de la modernité, aussi douteuse que soit sa future transmissibilité. Mais d'autre part, au lieu d'inciter les agents de la modernité à une mobilité pleine d'esprit, la plupart des pas du progrès ont conduit en même temps à des mouvements de contrainte d'un genre nouveau qui, quant au degré de la dépendance et quant à l'énergie génératrice de misère, rivalise avec les oppressions les plus pénibles des temps prémodernes.
le dynamisme moderne a contribué à la conservation de la rigidité la plus aspirituelle sous des formes supramobiles. Qui veut savoir ce que cela signifie en détail doit chercher la bonne réponse à la question suivante. Qu'est-ce que les automates, les entreprises industrielles et les cadres de la politique et de l'économie ont en commun? Et il doit découvrir que ces trois catégories leur montrent avec efficacité ce que l'automouvement veut et ce qu'il fait. S'immiscer pour rester engagé dans l'action, se mettre en marche pour se maintenir en mouvement à tout prix. Voilà pour la haute école de l'automation qui ne connaît pas de différence fondamentale entre les machines intelligentes et les agents humains. Quand le soi cinétique se met en mouvement et qu'il prend l'initiative, il devient de son propre chef l'agence centrale de l'activité auto-activée. Peter Sloterdijk. Merci beaucoup. Voilà le texte que Nina a lu une première fois et que nous reprendrons ensemble paragraphe par paragraphe est extrait d'un livre qui, en français, porte le titre de Mobilisation infinie, la mobilisation infinie. Et Sloterdijk, il traite une question qui est celle
du mouvement, de la mobilisation, de la mobilité, de ce que c'est que bouger aujourd'hui. Bouger, dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais été une facilité, ça a parfois été une nécessité, mais l'humain, traditionnellement, a peu bougé, relativement peu bougé. Il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, un paysan allait parfois, une fois par an, 15 km ou 20 km plus loin que son village. Il y a encore 100 ans, on allait de Bruxelles à Marseille en diligence en à peu près 12 jours ou 13 jours. C'était ce rapport-là à la mobilité, et donc c'était ce rapport-là à l'espace. L'espace existe beaucoup, et l'espace existe comme résistance, finalement, comme ce qui doit être conquis par l'effort musculaire du corps humain ou du corps du cheval, lorsque on n'est pas aidé par un moteur. Le mouvement est donc non seulement rare, mais il est aussi dévalorisé dans les sociétés traditionnelles. Je veux dire par là que le sage est l'immobile. C'est le fou qui court en tout lieu, ou c'est l'explorateur intrépide et tête brûlée qui va par-delà les océans. Mais ce cas reste rare. Le mouvement est rare, traditionnellement. Et Sloterdijk, qui essaye de nommer ce que c'est qu'être moderne, ce que nous vivons, qu'est-ce que la modernité, dit le centre de la modernité, c'est le mouvement. Kinetikos, en grec, cinétique, la cinétique. La cinétique. La modernité, c'est bouger d'abord. En ayant ceci en tête, je pense qu'il est utile dès à présent de relire la première partie pour la décortiquer ensemble. La cinétique. J'y serais partie. Voilà, mais attends. On va faire comme ça. La cinétique est l'éthique de la modernité. Le progrès est mouvement vers le mouvement. Mouvement vers plus de mouvement. Mouvement vers une plus grande aptitude au mouvement. Les générations modernes ont conquis pour nous d'énormes libertés de manœuvre dans quantité de domaines. Et ce que les membres des bourgeoisies modernes et des classes moyennes ont conquis durant à peine 2 siècles en mobilité dans les domaines de la politique, de l'économie, du langage, de l'information, de la circulation, de l'expression et du sexe, tout cela frôle du miracle. Il existe en cela une évidente tradition cinétique de la modernité, aussi douteuse que soit sa future transmissibilité. Merci. Miracle. C'est un terme qui figure dans cet extrait. Il y a une tradition du mouvement avec la modernité et il en parle comme d'un miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce miracle? Ce miracle est de l'ordre de ce que l'on ne voit pas. Un miracle, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment remarqué pour tel, alors qu'il a des conséquences absolument fantastiques. Ce miracle de la modernité, on peut le situer dans le moteur, par exemple, le moteur diesel, on va parler de mouvement, capable d'entraîner un véhicule de plus ou moins 1 tonne à 130 km/h sans qu'on le remarque, ou sans qu'on veuille y prêter attention, sans qu'on sache non plus
d'où vient le pétrole que l'on brûle dans son carburateur, qui viennent d'Irak, qui viennent du Venezuela, etc. Ce sont des questions qui sont laissées à l'intendance du technocapitalisme. Un citoyen ordinaire veut simplement que cela marche, c'est-à-dire que cela bouge. Et c'est ce que la modernité a réussi, faire bouger, faire tout bouger, tout a bougé. Alors la liste qu'il donne, et on peut y réfléchir ensemble, il dit la bourgeoisie et les classes moyennes ont conquis une énorme liberté de mouvement, une mobilité dans les domaines suivants, la politique, l'économie, le langage, l'information, la circulation, l'expression, le sexe, tout cela est devenu mobile. Tout cela est le lieu d'un progrès, parce que progradorer, cela veut aussi dire cela, c'est marcher en avant, hein. Progradorer, celui qui progresse, c'est celui qui marche en avant. Est-ce que vous avez, par rapport à cette conviction de Sloterdijk qu'il existe une tradition cinétique de la modernité, vous avez des premières réactions? Voilà. Passez le micro pour ceux qui le désirent. Vous avez parlé de la mobilité et des voitures. Moi, je suis extrêmement préoccupé de voir que finalement, les progrès qu'on fait dans les voitures actuellement, c'est pour pouvoir gérer l'immobilité. C'est-à-dire que la voiture devient une espèce de salon hyper connecté qui vous permet de supporter l'immobilité des embouteillages. Et on est sorti de cette voiture des années 70 qui permettait d'aller vite et loin. Voilà, on est au cœur du sujet. Parfait, la voiture. Celle qui n'est pas vue. Il y a 1 milliard de voitures sur cette planète. Chaque jour, on en construit 150 000 supplémentaires. Chaque jour, 150 000 nouvelles voitures sur cette bonne vieille terre. Et ce que vous dites résonne parfaitement avec un très très beau passage de Sloterdijk où il dit: je vais vous expliquer ce qu'est la différence entre la modernité et la post-modernité. La modernité, c'est être au volant d'une bonne voiture sur une route déserte, 140 km à l'heure, la route est bonne, on fonce, on y va, il y a une sorte d'horizon, il y a cette ivresse de la vitesse, et le moteur répond bien, on sent qu'on peut aller très très loin. Et la post-modernité, c'est d'être au volant d'une voiture encore un peu meilleure, avec un meilleur air conditionné, un peu plus silencieuse, et d'être au volant de cette voiture dans les embouteillages. J'adore. Dans les embouteillages, évidemment. C'est ça la postmodernité, c'est-à-dire que le mouvement est là, la capacité de se mouvoir est là, mais quelque chose bloque. Alors, les choses qui bloquent, on pourrait en parler, et ça nous ferait peut-être parler de démographie, mais ici, il interroge, ou d'altermobilité, évidemment, hein, je veux dire, la Vélorussion, etc., comme on appelle, je pense que c'est un immense tabou de nos sociétés, et la voiture est une idole. Et il faut pas oublier qu'une grande partie de la production industrielle de masse a été pensée sous le modèle de la production d'automobiles aux États-Unis par Ford et par Taylor. L'idéologie du travail à la chaîne, elle découle d'abord de cette manière de construire les voitures vers 1400. Le renversement, vers 1904-1905, le renversement du lien entre travail et temps, il est aussi imposé dans les usines de Ford. Naguère, travailler n'était pas une activité qui était mesurée par le temps.
on avait un champ à faucher, on le fauchait, voilà, ça mettait le temps que ça devait prendre. Et c'est Ford et Taylor qui se sont dit, tiens, mais comment faire accélérer les ouvriers en les chronométrant. En les chronométrant et en disant, tiens, pour monter tel carburateur, il faut 4 minutes, il faut 5 minutes. Donc, la voiture charpente vraiment nos sociétés et la voiture est un outil autoritaire. Les voitures, c'est autoritaire. Tous les cyclistes le savent, tous les piétons le savent. La voiture s'impose. D'ailleurs, en lisant, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a une histoire de la vitesse du XIVe siècle au XXe siècle. C'est passionnant, c'est passionnant. Vraiment un vrai bouquin d'historien qui parle de toutes les réactions dans les villages, par exemple, suite aux premières voitures, suite à la vitesse. Donc là, il y a tout un pan de réflexion qui est contenu ici. Mais ce que lui dit, il dit, en plus, et là, on va vers une notion philosophique qui doit faire réfléchir, il dit, il y a mouvement vers le mouvement. C'est-à-dire que bouger est devenu une fin en soi. On bouge, on bouge, on bouge dans tous les domaines, on mobilise dans tous les domaines, et le terme de mobilisation, ne l'oublions pas, est un terme militaire. C'est Ernst Junger, le premier qui l'a utilisé en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, en disant « Nous sommes dans des sociétés où tout doit être mobilisé. » On ne sait pas très bien pourquoi. Et parfois, on invente la guerre pour que cette mobilisation ait vraiment un sens, parce que le drapeau fédère tous les exemples. Mais la modernité invente ce fait que tout le monde doit être prêt dans une sorte de grande manœuvre, dans une sorte de grand mouvement, qui est un mouvement matériel, et qui est un mouvement qui va transformer l'espace, bien entendu, qui transforme toutes nos existences. Vous parliez des embouteillages, il y a quelque chose dans ce mouvement pour le mouvement qui est un peu absurde. Et c'est toute la question du mouvement contemporain, c'est de savoir quel est son sens. En tout cas, un mouvement pour le mouvement, on peut soupçonner qu'il n'a pas vraiment de sens. Quand on voit le tourisme de masse qui de plus en plus organise des voyages à 4000 km pour revoir exactement le même genre de mode d'existence que l'on peut avoir à 3 km de chez soi, on commence à soupçonner que ce mouvement pour le mouvement est une sorte d'abord de réplication du même, et puis en plus est une façon d'abolir l'espace. D'abolir l'espace. Peut-être qu'une des vérités de notre postmodernité est qu'en voulant tellement bouger, nous ne voyons plus l'espace, c'est-à-dire que nous n'avons plus de rapport physique ou sensuel avec l'espace. TGV, c'est ça, déjà. Quand vous regardez les paysages dans un TGV, leur succession tellement rapide pour la perception humaine les abolit les uns les autres. Et les trains qu'on nous prépare à 600 km à l'heure, à 700 km à l'heure, ce sont des trains qui n'ont qu'un désir, faire en sorte que cet espace n'existe plus, soit traversé par des humains qui sont toujours dans des bulles. Sloterdijk a écrit sur les bulles, sur les sphères, et je trouve que la voiture comme bulle, parce que la voiture c'est la liberté, pas l'oublier, la voiture comme bulle, dans laquelle on décompresse, même dans les embouteillages, les gens sont bien dans la voiture, ça fait bulle. Et bulle, donc vitre, siège, écran, c'est vraiment ma définition du système, on est dans un petit système, c'est pas la nature. Bulle, vitre, siège, écran, ça suffit. Quand on lit les ouvrages contemporains sur les prochaines révolutions de la voiture automatique, on se dit, en fait, on va habiter dans le robot. Ce sont des robots mobiles, et les voitures automatiques sont les premiers robots dans lesquels on va habiter. Fabuleux, hein? Enfin, je sais pas. Mais on va vers là. Interrogeons, continuons à interroger, mais il y a une question là. Non, attendez, je vais vous donner ceci.
Je me demandais, vous donnez que des exemples pour comprendre le mot cinétique au sens strict, c'est-à-dire bouger avec une voiture, mais comme là il donne toutes sortes de domaines où on pourrait comprendre son analyse, je me demandais à quel niveau il analysait. Est-ce que c'était au niveau de la civilisation pour le progrès, cinétique en tant que progrès, et du coup il attaque le progrès pour le progrès, ou alors ses mouvements en tant qu'individu, qui a toujours la possibilité de changer, par exemple si on prend les langues, de changer de pays, de changer de langue, d'économie, de changer de travail, etc. etc. Voilà. Merci. Vous élargissez effectivement la perspective. On était resté au domaine de la mobilité, puis j'ai un peu parlé des voitures suite à ce que monsieur en disait, mais vous avez raison, cela dépasse complètement le mouvement individuel, ce qu'on appelle mobilité stricto sensu, et il dit, en politique aussi, il y a un mouvement pour le mouvement. D'abord, le fait que les personnes qui ont le pouvoir sont déplaçables, déplacées. La démocratie, c'est tout de même cela aussi, pouvoir organiser des mouvements in et out dans la sphère du pouvoir. Les langues aussi, bien évidemment. L'information, bien évidemment. L'information circule comme jamais. Elle circule aux vitesses que l'on connaît. Elle circule toujours plus rapidement. Là aussi, on a une mobilisation. Il parle du langage et tout qui voit ce qu'est l'Europe comprend aussi que la vérité de l'Europe, c'est la mobilité d'une langue à l'autre. Il parle de la circulation, il parle du sexe. Bon, ça je laisse aux imaginations diverses le soin de préciser ce que cela peut vouloir dire, l'hyper-mouvement dans ces domaines plus intimes. Peut-être qu'il y a une sorte de rupture avec la tradition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme vous le dites bien, on n'est pas uniquement dans une analyse qui est centrée sur les mouvements individuels, même si c'est toujours notre référent, mais on est dans l'analyse d'une civilisation qui a fait du mouvement sa loi. Qui n'avance pas recule, et une entreprise, par exemple, aujourd'hui, qui voudrait dire « moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder une certaine stabilité et un certain équilibre », serait une entreprise qui serait probablement démentie par le marché lui-même, qui l'accuserait de ne pas innover, de ne pas mobiliser ses meilleures énergies pour progresser. Quelque chose comme l'immobilité n'est pas envisageable. Est-ce une critique? Mais c'est d'abord un constat. C'est d'abord un constat. La philosophie n'est pas fondamentalement là pour juger. On est par-delà le jugement, on est dans un désir de caractérisation. Et pour caractériser, il faut mettre en avant un type de problème. Oui, on va prendre votre question, madame. Oui, madame dit quand on est une personne à mobilité réduite, on est un petit peu hors circuit, c'est ça que vous dites? Oui, oui, mais c'est certain qu'on est dans la même question, vu que si la mobilité est la valeur dominante toujours davantage, la mobilité réduite a beaucoup plus de mal encore à s'intégrer. Est-ce qu'on prend encore votre question? Parce que, oui, tout à fait. Oui. Non, oui. Juste une question pour être sûr d'avoir compris. Quand Sloterdijk parle de modernité, il ne parle pas de l'ère moderne, parce qu'en même temps, parle de post-modernité.
Et alors, ça serait plutôt de l'ère industrielle. Donc, c'est l'ère industrielle et l'ère moderne, où, parce que la tradition dans la modernité, c'est un peu antinomique. Pour lui, la modernité commence, comme pour la plupart des historiens, au XVe siècle, et cette modernité est une modernité qui se d'abord déploie sur toute la planète à l'époque de Charles Quint, sur les navires desquels était toujours écrit plus ultra, toujours plus loin, jusqu'au Brésil, jusqu'à Cuba, Magellan, jusqu'en Chine. L'Europe, alors, avec la modernité, est devenue le centre d'un mouvement d'enjambement des océans, où on a été toujours plus loin pour faire revenir vers l'Europe elle-même les richesses des pays colonisés que l'Europe a pillés pendant des siècles. Donc la modernité est un mouvement de mobilisation, est un mouvement à partir duquel on voit que les capitaux commencent de plus en plus à se mouvoir. C'est ce mouvement-là qu'il appelle le mouvement moderne. Phileas Fogg, le tour du monde en 80 jours, immense exemple de cette mobilisation. Si vous voulez bien, juste, ou alors, parce qu'on est toujours au premier paragraphe, enfin qu'importe, très bien. En fait, je me demande, est-ce qu'il s'agit réellement de la mise en évidence du mouvement dans la modernité ou de l'exacerbation du mouvement dans la modernité? Si on pointe le mouvement caractérisant la modernité, on oublie le mouvement qui caractérise également la tradition, où la tradition est une continuité des choses, assimilant les innovations régulières et donc assimilant le mouvement régulier. Et j'ai l'impression que la modernité se caractérise davantage par l'exacerbation d'un caractère qui existait déjà dans la tradition. Oui, exaspération d'abord, puisqu'il y a toujours eu évidemment de la mobilité dans la tradition. L'Empire romain a construit les plus belles routes qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, même la topographie belge est encore tributaire de la technologie romaine des routes. Exacerbation, certes, mais à un moment, cette exaspération devient, comme dit Sloterdijk, une sorte de mouvement pour le mouvement. On bouge, et la question, c'est la question du deuxième paragraphe, est de se demander, oui, mais vers où au juste? Ça. Mais d'autre part, au lieu d'inciter les agents de la modernité à une mobilité pleine d'esprit, la plupart des pas du progrès ont conduit en même temps à des mouvements de contrainte d'un genre nouveau qui, quant au degré de la dépendance et quant à l'énergie génératrice de misère, rivalise avec les oppressions les plus pénibles des temps prémodernes. Merci beaucoup. Dans ce paragraphe court, il y a deux idées. Une qui est relativement connue et classique, et une qui, pour moi, est plus énigmatique et intéressante. Celle qui est assez connue et classique, c'est de dire que ce mouvement pour le mouvement se paye aussi très cher. On peut penser au plan environnemental, on peut penser à ce milliard de voitures sur la Terre qui ont toutes des conséquences sur nos poumons, sur les économies. On peut penser à ce que cette frénésie peut avoir de difficilement supportable. Pourquoi faut-il toujours changer? Pourquoi faut-il toujours tout changer? Il y a toute une critique des effets négatifs du progrès qui est maintenant bien documenté. C'est un dossier que nous connaissons bien. C'est pas parce qu'on connaît bien le dossier qu'on le fait avancer, bien entendu. Mais enfin, on connaît bien le dossier. Et pour sortir, d'une certaine façon, de la mentalité critique,
Sloterdijk dit « Au lieu d'inciter les agents de la modernité à une mobilité pleine d'esprit. » Et là, dans le texte, il ajoute quelque chose. Il ne dit pas « Je suis un philosophe uniquement critique de cette mobilité. » Après tout, comme monsieur l'a rappelé, elle fait partie de la nature humaine. Nous nous mouvons, le sang en nous se meut, le langage, tous les mouvements. Mais ce qui importe de trouver, c'est ce qu'il appelle une mobilité pleine d'esprit. Une mobilité pleine d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce serait quoi, une mobilité pleine d'esprit? Ça, c'est pour moi la grande question. On pourrait parler de cette notion de qualité. La qualité. Une mobilité de qualité. Ou on pourrait parler de cette question du sens. Une mobilité qui aurait un sens. Et c'est ça qu'il faudrait développer. En tout cas, on ne peut, c'est ça qu'il est en train de dire, laisser le mouvement à lui-même. On ne peut se contenter de dire il faut bouger parce que il faut bouger. Le sens, finalement, c'est ce qui, de l'extérieur, vient ajouter à un processus une signification ou une qualité qu'il n'a pas par lui-même pour faire servir ce processus à une cause un peu plus importante. C'est-à-dire que bouger est de l'ordre de l'important ou de l'hyper-important, si c'est pour aller, par exemple, retrouver quelqu'un qu'on aime. Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas dire qu'on bouge pour bouger. Dans ce cas-là, on bouge pour retrouver quelqu'un. Mais il est en train de soupçonner que ce mouvement plein d'esprit, parce que ce mouvement a un sens, il faut vraiment retenir cette définition-là du sens, le mouvement il est extérieur à l'opération, mais il vient lui donner une signification. Il est en train de soupçonner que cette mobilité pleine d'esprit n'est plus possible ou est de moins en moins possible. Que serait, et ça on peut y réfléchir ensemble, que pourrait être, comme il le dit, une mobilité pleine d'esprit? Ou, pour le dire autrement, qu'est-ce que la qualité en matière de mouvement aujourd'hui? C'est la question qu'il pose. C'est une question difficile, mais c'est une question hyper contemporaine à mon sens. Moi, je le comprends comme la nécessité de prendre en compte le coût caché du mouvement. Le coût caché en termes d'énergie, mais aussi en termes de délaissement d'une population. Dans le premier paragraphe, il parle bien de la bourgeoisie moderne et des classes moyennes, pas de toute la population. Il avait mis d'ailleurs en exergue la future transmissibilité douteuse. On est dans une société où il faut être extraverti, rapide. Les lents, les introvertis sont mis de côté. Il faudrait revenir à l'éloge de la lenteur parfois, au temps de la réflexion, et ne pas ignorer ceux qui sont lésés. Merci beaucoup, madame. Vous apportez effectivement des pistes importantes avec le rapport au coût caché, comme vous le dites, à la boîte noire, à tout ce qui finalement est mis en œuvre par le mouvement et que l'on ne veut pas voir, nous qui sommes les enfants gâtés du mouvement, d'un mouvement qui coûte cher, évidemment, et qui, comme vous le dites aussi, est réparti de manière parfois peu juste. En tout cas très très inégalitaire. Le mouvement suppose toujours d'abord un pouvoir d'achat.
Plus l'espace est aboli rapidement et facilement, plus cela coûte cher. Abolir l'espace, qui est un désir, contemporain, de même qu'abolir le temps est parfois un désir contemporain aussi. Nous aimons avoir une maîtrise sur notre environnement, c'est ça que la technologie nous permet, mais cette maîtrise que nous désirons avoir sur notre environnement nous fait parfois négliger ce qu'est l'espace, négliger ce qu'est le temps, la lenteur par exemple. Donc une mobilité pleine d'esprit, vous l'interprétez, et je pense que c'est assez décisif comme apport. Vous l'interprétez d'abord comme une prise de conscience de ce qui peut être la non ou l'autre mobilité plus lente, premièrement. Alors, est-ce possible? Est-ce des mots ou est-ce possible? C'est toujours la question. Et deuxièmement, vous l'interprétez comme un type de mobilité plus juste. Je pense que je ne vous trahis pas si je le dis. C'est vrai que là, on est dans des questions qui sont alors des prises de conscience plus civilisationnelles et des rapports plus politiques à un autre type de mobilisation. Sortir du mouvement pour le mouvement, ça pourrait aller vers là. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, moi je pense que le mouvement empêche l'individu de penser. On ne peut pas penser quand on est éternellement dans le mouvement. Il faut s'arrêter, il faut de la lenteur, notamment pour pouvoir conduire sa vie, en faire quelque chose en faire un beau parcours, quelque chose de réussi. Pour ne pas se laisser entraîner par le mouvement. Donc je verrai un appel à ce que l'on revienne à penser. On oublie un peu trop. Et que ce soit une pensée qui ne soit pas égoïste, pas toujours penser à soi, mais penser aussi qu'on est dans un mouvement général qui nous concerne tous, qui concerne toute la planète, et que le mouvement, au sens strict du terme, se mouvoir dans l'espace, a un coût pour tous les individus de la planète. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais oui, il y a évidemment dans cette mobilité pleine d'esprit une pensée qui doit être convoquée. Et il est certain que la qualité d'une pensée de quelqu'un qui irait, par exemple, de Bruxelles à Madrid à pied est tout à fait différente que la qualité de la pensée de quelqu'un qui va de Bruxelles à Madrid en avion, par exemple. C'est-à-dire que peut-être est-ce le mouvement qui secrète la pensée. Peut-être est-ce un rapport au tempo qui nous fait considérer les choses à tel rythme, de telle façon, ou qui nous fait ne pas les considérer. Et cela, c'est la leçon de sagesse finalement assez traditionnelle. Il y a un beau poème de Charles Baudelaire qui s'appelle « Les hiboux ». Comment, sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent cachés, ainsi que des dieux étrangers. Il décrit les hiboux qui ne bougent pas. Et il finit par dire « L'homme, ivre d'une ombre qui passe, porte à jamais le châtiment d'avoir voulu changer de place. » Le châtiment d'avoir voulu changer de place. Effectivement, si on est ivre d'une ombre qui passe, si on est toujours à courir face au premier mouvement venu, et qu'on veut toujours changer de place, parce que c'est sûrement mieux à côté, c'est sûrement mieux ailleurs, il y a une sorte de châtiment, dit Baudelaire dans son langage qui reste très imprégné de religion. Mais, oui, monsieur.
me semble, pour revenir sur ce que vous disiez, que il faut reprendre les deux expériences récentes qu'il y a eu en France de gens qui ont traversé la France. Je fais référence à deux intellectuels, Sylvain Tesson et puis Axel Kahn, hein, qui ont pris le temps, en marchant, d'observer non seulement l'état de la population, mais en même temps le relief. Et donc c'est une autre façon, enfin la marche, c'est pas simplement de marcher pour marcher, comme au club alpin, mais c'est aussi d'observer, de prendre le temps, et aussi de penser, hein, ça n'interdit pas de penser, hein, les gens comme Thoreau, etc., on fait beaucoup de choses, on écrit beaucoup sur la marche, et voilà, donc on se pose la question de savoir pourquoi les gens veulent être si pressés, pourquoi ils font du jogging, pourquoi simplement ils commencent pas par marcher. Hein, et bon, traverser une ville, par exemple, comme tourner en marchant, c'est ce que je fais, j'essaie de faire, c'est complètement différent que d'être... Vos chaussures témoignent de la sincérité de vos paroles. Et oui, mais oui, vous avez raison, évidemment, c'est un autre rapport au rythme, et surtout, le corps existe autrement. Mais pour continuer, on va avoir le troisième paragraphe, parce qu'il va aller encore un petit peu plus loin, et on voit bien ce que peut être une mobilité pleine d'esprit, et c'est certain qu'il faut se désintoxiquer de la drogue dure des drogues dures qu'est le pétrole, c'est certain, je pense que c'est le défi contemporain, sur tous les plans, ça doit être ça, activement, ça coûte, cela a un coût, mais ce coût est un coût qui doit être non seulement pris en compte, mais qui doit être donné. On doit vraiment faire ce mouvement de désintoxication. Mais il y a aussi une autre question. C'est le troisième paragraphe, qui est peut-être le plus compliqué des trois. Le dynamisme moderne a contribué à la conservation de la rigidité la plus aspirituelle sous des formes supramobiles. Qui veut savoir ce que cela signifie en détail doit chercher la bonne réponse à la question suivante. Qu'est-ce que les automates, les entreprises industrielles et les cadres de la politique et de l'économie ont en commun? Et il doit découvrir que ces trois catégories leur montrent avec efficacité ce que l'automouvement veut et ce qu'il fait. S'immiscer pour rester engagé dans l'action, se mettre en marche pour se maintenir en mouvement à tout prix. Voilà pour la haute école de l'automation qui ne connaît pas de différence fondamentale entre les machines intelligentes et les agents humains. Quand le soi cinétique se met en mouvement et qu'il prend l'initiative, il devient de son propre chef l'agence centrale de l'activité auto-activée. Le temps passe en parlant de l'espace. Et donc on va atterrir tout doucement, d'autant qu'on aimerait surtout vous entendre. Mais il est en train de dire ici, pour conclure, d'abord qu'il y a une mobilité aspirituelle, donc on s'éloigne d'une mobilité pleine d'esprit que l'on a cherché avec différentes interventions à qualifier, mais qu'en plus naissait une catégorie de ce qu'il appelle le mouvement auto-activé. Donc le mouvement qui s'active lui-même, un être mobile ou une façon d'être au monde mobile qui engendre toujours davantage de mobilité par lui-même. C'est le robot. C'est le robot. Ce sont les algorithmes des marchés financiers qui, dès qu'ils voient un mouvement sur un cours de bourse, répondent par un autre type de mouvement. Ce sont toute une série de dispositifs technologiques qui sont là pour exacerber le mouvement de la manière, dit Sloterdijk, la plus aspirituelle, la plus dépourvue d'esprit. Donc d'une certaine manière, la césure
entre un rapport au monde, un mode d'existence plein d'esprit, où on retrouve une qualité de l'espace, où on cherche par le vélo, par la marche, par la prise de conscience de ce qu'est le pétrole, par quelque chose comme une saveur d'exister, une sensualité d'existence, se distancie toujours davantage, et peut-être se distanciera encore davantage, d'un autre rapport au monde, qui est celui où un mouvement de robotisation, d'algorithmes croissants, etc., va exacerber ce qu'il appelle une mobilité aspirituelle, mais qui tourne, et toujours davantage, et avec de moins en moins de sens. Donc, il est en train de dire que la postmodernité, parmi tout ce qu'elle permet, est l'expérience de ce choix pour l'individu, ce choix nécessaire entre deux modes d'existence. C'est cela qu'il a en tête en parlant de mouvement auto-activé. Mouvement auto-activé. Je pense que ces expressions peuvent résonner. Voilà ce qu'il y avait sous ce texte, et je trouve, pour ma part, j'espère qu'en travaillant ensemble, on est parvenu à ce résultat, qu'à la fois c'est de la philosophie contemporaine extrêmement abstraite, mais à la fois on est vraiment dans le concret, et on est dans un concret par rapport auquel nous avons des choix à prendre. Nous avons des choix à prendre, ça c'est certain. Et puis c'est à vous. Merci beaucoup. Lucie, Célia, Tom Schliess. Merci.